études médicales avec la réforme du premier cycle qui est assez complexe. Oui, alors, très rapidement. Alors, je vais vous parler, parce que ça ne sera pas pour nous, mais ça sera peut-être pour certains de vos enfants. C'est toujours bien de connaître un peu comment maintenant on rentre en deuxième année des études de santé. Alors en fait, cette réforme, elle est née du discours de Macron électoraliste où il a proclamé qu'il allait supprimer le numerus clausus. Et en disant que la PACES c'était un gâchis puisque les étudiants faisaient 2 ans et au bout de ces 2 années, beaucoup d'entre eux n'avaient rien du tout, les 3 quarts, et un seul quart pouvait continuer dans les études de santé, toutes les professions de santé. Donc les objectifs de la réforme, c'était de pouvoir orienter l'étudiant progressivement vers une profession sans jamais redoubler. Donc on avance, on fait une orientation progressive et active et on les accompagne. C'était également de changer le profil de ces étudiants qui rentrent en santé, qui jusqu'à maintenant étaient des bacs scientifiques, mention bien ou très bien, et l'idée un peu utopique que pourquoi pas des philosophes puissent rentrer aussi en médecine, ou bien des historiens, ou bien des gens qui ont fait du droit, était donc largement évoqué. Et donc faire une première année pluridisciplinaire avec un décloisonnement des filières de santé. Tout ça aussi pour améliorer la qualité de vie de nos pauvres étudiants. Donc depuis la rentrée 2020, on a mis en route, après, donc vous connaissez Parcoursup, qui est le choix de nos étudiants, les lycéens, en dernière année de leur lycée, l'année du bac, qui choisissent sur Parcoursup leur filière. En plus, c'est tombé au moment où il y avait la réforme du lycée avec les nouveaux bacs, où il n'y a plus de bac S, de bac... Maintenant, c'est fini ça, on choisit simplement des options, et on réunit des options pour pouvoir passer cette dernière année de lycée. Et puis, on va avoir 2 entrées dans la filière MMOP, donc les filières de santé, qui n'est encore avec nous cette année, mais l'année prochaine, il ne le sera plus, soit un portail de santé, soit des licences. Donc, on a donc supprimé le numerus clausus, fin du numerus clausus, comme l'avait proposé évidemment Macron, qui était déterminé par le ministère de la Santé. C'était un nombre de places uniques d'admis au concours fait par le ministère de la Santé pour passer à un numerus apertus qui est déterminé par un nombre minimum d'admis décrété par les agences régionales de santé. Donc ils reprennent la main sur notre chiffre. Ça c'est le nombre minimum, mais notre nombre maximum, heureusement, est décidé par les universités elles-mêmes. On décide qu'on ne peut pas former plus que tant d'étudiants, sinon on dégraderait la formation. Heureusement. Et puis on a des modifications de critères de sélection, on va le voir, et différentes filières d'accès. Voilà. Alors on a 2 modes d'entrée dans le MMOP, soit le portail santé, le PASS, parcours d'accès spécifique santé, ça ressemble à PACES, c'est la même chose. Donc, à travers ce portail, on aura 50 ECTS. Vous savez ce que c'est les ECTS? C'est des crédits européens. C'est universel en Europe. C'est-à-dire que quand vous avez 60 ECTS, vous avez une année de licence, une année d'études supérieures. Et quel que soit l'endroit où vous allez en Europe, vous avez la même chose. Ça permet comme ça de pouvoir continuer des études dans d'autres pays en Europe. Donc, une année, c'est 60 crédits ECTS. Donc là, on a une passe à 50 ECTS. La PASS, c'est la majeure santé, c'est-à-dire qu'on va principalement, ça ressemble à la PACES, on va principalement apprendre de la santé dans cette année, et on sera obligé de choisir, quand on rentrera dans notre portail santé, une mineure disciplinaire d'une licence, qui va être une licence A, B ou C, en fonction des licences habilitées avec l'université, et cette mineure santé apportera 10 ECTS. Ce qui fait qu'à la fin de notre année, on aura bien nos 60 ECTS crédités à la fin de cette année de PASS. Au bout de cette année de PASS, au cours de l'année de PASS, on fait des écrits, comme d'habitude. Premier semestre, deuxième semestre, et on a un classement à la fin. Et si on a une moyenne inférieure à 10 à ce classement, on ne va pas redoubler en PASS, on va rechoisir éventuellement sur Parcoursup une autre licence ou autre chose, un autre parcours de n'importe quoi, on change de voie
Possiblement. Hein. On peut aller aux études d'infirmière, on peut choisir une autre licence qui nous plaît, etc. Ou aller ailleurs, évidemment. Si la moyenne est supérieure à 10, on va prendre, ça va être quand même comme un concours, c'est-à-dire que si j'ai décidé que j'avais 300 étudiants en deuxième année, je vais prendre la moitié, ça ne sera pas les super admis, c'est-à-dire les 150 premiers vont être super admis d'emblée. Et sur les 150 derniers, en fait, je vais en prendre le double, 300, et je vais leur faire passer un oral. Et sur cet oral, en fonction de comment ils vont répondre à l'oral, on a un oral d'intelligence relationnelle et un oral d'intelligence de raisonnement. Donc, on a deux sortes de questions qu'on pose à cet oral. Et l'étudiant pourra être pris et admis à ce moment-là en deuxième année de santé. Et selon son classement encore là, il sera admis en médecine, en maïeutique, en odonto ou en pharmacie. Et puis s'il n'est pas admis, il va pouvoir passer d'emblée en deuxième année de la licence où il a fait sa mineure disciplinaire. Donc, par exemple, il a fait une licence, le plus, ce sont les SVT, sciences et vie de la Terre, parce que c'est quand même assez proche de la médecine. Donc, beaucoup d'étudiants ont choisi cette licence-là. Et à ce moment-là, ils intègrent leur deuxième année de licence SVT. Mais ça peut être, à Lyon, par exemple, il y a eu des licences de droit. La licence de droit s'est mise avec nous. Et donc, s'ils ont réussi leur mineure disciplinaire droit, s'ils ont la moyenne, eh bien, ils vont pouvoir intégrer une deuxième licence, deuxième année de licence de droit. D'accord ? Au terme de cette deuxième année de licence, soit ils se sentent capables de repasser l'examen pour entrer en deuxième année de santé. Pareil, la moitié seront super admis d'emblée, l'autre moitié, fois le double, sera pris par un oral. Soit ils ne se sentent pas capables et ils vont encore passer leur troisième année de licence. Ils auront comme ça carrément une licence, une L3 jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, ils peuvent de nouveau recandidater pour repasser en deuxième année de santé. D'accord ? Donc, pas de redoublement. La passe une fois, ce qui ressemble à la PACES. Et après, ils passent en licence et ils peuvent recandidater deux fois. Une fois, en tout, deux fois. Une fois par la passe, une fois par la licence. Pas trois fois. Ils passent tous par la passe. Non. Ça, c'est. Il y a deux voies d'entrée. J'y viens. Voilà la deuxième voie. La deuxième voie d'entrée, c'est la licence. C'est-à-dire que les étudiants vont choisir une licence A, B ou C. Ça va être leur majeure licence. Et à côté, ils auront 50 ECTS dans leur année de licence et 10 ECTS, ils passeront une mineure santé sur laquelle on a la main. C'est nous qui avons défini le programme, c'est nous qui corrigeons, etc. Donc tout ça pour faire 60 ECTS. Et de la même façon, s'ils n'ont pas la moyenne à leur année, ils repassent ou en licence 1 ou ailleurs. Ça, ils changent complètement. Soit s'ils ont la moyenne, et bien là aussi, ils vont. La moitié, si vous voulez, vont être définis super admis. Et après, deux fois la moitié d'après, vont passer un oral pour passer en deuxième année de santé. Écrit, plus ou moins l'oral, s'ils ne sont pas dans les meilleurs de l'écrit. Et ils vont être admissibles. Avec un chiffre qu'on va décider, évidemment. S'ils ne sont pas pris là, ils continuent leur deuxième année de licence, voire leur troisième année, mais ils ont encore le droit d'une deuxième chance pour rentrer en deuxième année de santé. Usine à gaz. D'accord ? Donc, cette année qui vient de se passer, on avait encore les PACES, parce qu'ils avaient redoublé. On avait des redoublants de PACES. Donc, on avait deux groupes d'étudiants, des redoublants de PACES qui sont passés en deuxième année ou pas, grâce à un numerus clausus, là, qui avait été défini comme avant. Et puis, notre nouvelle passe, avec un numerus apertus, un numerus apertus, et donc soit on passe, soit licence, qui va nourrir cette deuxième année de santé par cette voie-là. Soit des licences, soit des passes. En résumé, c'est ça. Portail santé, pas de redoublement. Admission possible après le portail santé, ou alors L2, L3, deux candidatures seulement. Et licence avec mineur santé, admission en L1, soit en L2, soit en L3, avec deux chances aussi. Et puis, on a toujours le système des passerelles. Ce sont des gens qui sont déjà dans la vie active en général, les paramédicaux, des infirmières, des kinés, des gens qui ont des Master 2, des diplômes d'ingénieurs et des doctorats en sciences souvent, qui peuvent, sur un certain pourcentage, passer par un concours et avoir accès également à cette voie. Mais on n'a aucune liberté dans les pourcentages, en fait, des différentes voies. Ça nous est imposé.
Et par exemple, cette année, on avait un maximum, donc dans chaque université, il fallait qu'on ait 2 voies d'abord. Donc soit une licence, soit une passe, soit 2 licences. Il y a des universités qui ont choisi de ne plus avoir de première année. Passe. À Strasbourg, par exemple, il n'y a plus de première année. Il n'y a que des licences qui approvisionneront la deuxième année de santé. Et donc là, ça c'est la première année. Première année, 60 ECTS, dont une licence et on accède en santé. Deuxième année, ça c'est pour l'année prochaine, avec 120 ECTS, donc une première année 60 ECTS, une deuxième année 60 ECTS, eh bien on pourra accéder également à la deuxième année de santé. Mais pas par la passe cette fois. Vous voyez, il n'y a plus rien entre portail santé et santé là. Et l'accès tardif dont je vous en ai parlé, c'est 5% des admis. Et voilà comment ça s'est passé cette année. Eh bien, par la passe, on nous a donné 50% du numerus apertus, de la capacité d'accueil. Par les licences, on avait 50% également. Ça, c'était le maximum, mais nous, on a déterminé 45% parce qu'on voulait garder 5% pour nos passerelles. Et l'année prochaine, une fois qu'on aura la licence à 120 ECTS, ça c'est 2020-21 en rouge, et là, eh bien, on aura 30% sans doute pour ces étudiants de L2 qui auront quand même un peu plus de bouteilles que les L1 et un peu plus de capacité de suivre nos études de santé. En résumé, c'était une réforme très complexe à mettre en route, c'est démagogique, c'est idéologique complètement. Ça diminue le niveau académique parce qu'on a diminué des matières dans notre première année de santé, donc nos étudiants vont arriver en deuxième année avec des matières en moins, des connaissances en moins. Et puis surtout, on va recruter des étudiants de licence. Quel est le niveau de ces étudiants? On a beaucoup de doutes quand même sur leur capacité à pouvoir suivre des études de santé. On va voir. Et de toute manière, il y a un vrai contournement de la réforme. Pourquoi? Parce que nos étudiants cette année en passe, qui n'ont pas pu rentrer en deuxième année de santé, vont aller en LAS2, en deuxième année de licence. Donc l'année prochaine, ils vont tous recandidater pour aller en deuxième année de santé. Or, comme ils vont être bons, parce qu'ils auront été habitués à travailler durement, le fait de rentrer en passe déjà, c'est souvent des très bons étudiants, des très bons lycéens, eh bien ils vont pouvoir rentrer en deuxième année de santé plus facilement, avec 2 chances, et donc il n'y aura aucune diversification des profils, comme c'était souhaité. On aura peanuts, quelques-uns, bien sûr, qui seront philosophes, historiens ou droit, mais très peu. Voilà, il suffisait simplement d'augmenter le numerus clausus. On s'en serait très bien sorti comme ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà pour la première, si jamais il y a une... En tout cas, ça ne va pas être facile pour les lycéens de se retrouver là-dedans. En terminale, pour choisir quelle est la meilleure voie, ça ne va pas être évident. Oui, alors, mais ça va être 50% viendront de passe, 50% viennent des licences. Donc, un étudiant moyen, on va dire, il a intérêt à passer par les LAS, par les licences accès santé. Un étudiant brillant, il a intérêt à passer par la passe. Voilà comment on raisonne un petit peu. Oui, on a tous augmenté. De toute manière, on a eu ordre de tout augmenter. Voilà. Actuellement, je crois que cette année, il devrait y avoir 10 500 places à peu près. Et puis l'année prochaine, peut-être 11 500. On ne pourra pas augmenter indéfiniment. On a augmenté. Et c'est que médecine qui a augmenté. Dentaire n'a pas augmenté parce qu'ils ont beaucoup de simulations avec des bouches, etc. Ça coûte très cher le matériel dentaire et ils ne veulent pas. C'est assez astucieux de ne pas augmenter dentaire parce que nous, à force d'augmenter, on appauvrit nos futurs médecins. Il faut bien se dire ça. Si on est trop nombreux, il y aura quand même, la part va être dispersée par tout le monde, divisée. Et dentaire n'a pas augmenté, maïotique n'a pas augmenté, les sages-femmes. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus, puis ça ne sert à rien de faire des sages-femmes qui vont être au chômage. Et pharmacie a augmenté un petit peu. Voilà. Je continue. Tu peux parler des stages en libéral. Alors, devenir MSU, maître de stage universitaire. Stage d'externe. Vous pouvez très bien vous proposer pour faire des stages d'externe. On envoie nos étudiants qui sont en général en deuxième cycle dans des endroits libéraux. C'est très développé pour les médecins généralistes, puisqu'on n'a pas de médecins généralistes à l'hôpital. Il a bien fallu ouvrir des stages en libéral pour les étudiants qui voulaient apprendre la médecine générale. Et tous les étudiants, 100% passent en stage de médecine générale. Il faut bien se dire que dans une promotion d'étudiants en médecine, la moitié, ce sont des futurs médecins généralistes. Donc il faut quand même qu'ils connaissent un tout petit peu le métier. Ou alors stage d'interne, et à ce moment-là, c'est un vrai stage d'apprentissage, où vous allez apprendre le métier à votre interne.
universitaire, le U, j'y tiens énormément. Ça veut dire qu'il y a le rôle de l'université dedans. Ça veut dire qu'il y a des échanges avec l'université. Et il faut savoir que l'ARS va donner un agrément pour les terrains de stage, mais c'est le doyen, l'université, qui décide si l'ouverture du stage se fait ou non, in fine. Et on lutte beaucoup avec l'ARS qui voudrait décider elle aussi quel stage elle ouvre. Mais on a encore cette prérogative. Alors, quels sont les intérêts pour vous et pour les étudiants d'être MSU? Pour l'étudiant, c'est bien parce qu'il va avoir la spécialité d'une autre façon qu'en CHU ou en CHG. Voilà. Et puis, il appréhende l'environnement du praticien libéral, ce qui est complètement différent du praticien à l'hôpital. Pour le praticien, c'est bien parce qu'on arrive à un certain âge, on a envie de transmettre. Ça fait plaisir de voir grandir un jeune sous notre façon un peu, en quelque sorte. Et donc, c'est toujours motivant. On se remet en question aussi, parce qu'il va nous poser des questions difficiles de temps en temps. Et mince, j'ai plus révisé ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc, on revoit un petit peu les livres et c'est pas mal. Et puis pour l'université, c'est très important parce qu'on va augmenter notre nombre d'étudiants. Donc, on a besoin de stages en libéral. Surtout que de temps en temps, l'offre du CHU est insuffisante. Pas dans un gros CHU comme Lyon. Quoique, mais dans les petits CHU, il est bien évident que quand il y a un service d'ophtalmo, ils ont besoin d'avoir des stages en libéral pour pouvoir former leurs internes de façon qualitativement suffisante. Alors, quelles sont les difficultés pour le praticien libéral qui veut suivre, qui veut devenir MSU? Suivre la formation. La formation, elle est 2 jours, pas énorme quand même, et elle doit être reconnue par l'université, donc le doyen. Actuellement, en ophtalmologie, il y a une formation COUF, Collège Ophtalmo Universitaire Français, donc national, qui est à la fois en distanciel et en présentiel, qui est très bien faite et qui est reconnue par tous les doyens, évidemment, pour l'ophtalmologie. Et puis, depuis longtemps, il y a des formations privées. En particulier, l'URPS a pris la main largement sur ces formations MSU et d'autres aussi de diplômes en formation continue. Et ces formations URPS, l'ennui, c'est qu'elles excluent complètement l'université. C'est-à-dire que le doyen n'a aucune vue sur ce qui est dans le programme de ces 2 jours de ces formations URPS. Alors, à Lyon, on est en train un petit peu de changer ça parce qu'on les a rencontrés, on leur a expliqué que le U, c'était universitaire et que des libéraux faisaient une formation, on ne voyait pas pourquoi ça allait plus que mettre de stage. Il n'y avait pas de raison de rajouter le U derrière. Ils ont compris, je pense, mais c'est important. La formation doit apporter la valence universitaire. Il faut que vous ayez des relations avec le coordinateur du DES d'ophtalmologie, parce que c'est avec lui que vous allez déterminer l'intérêt d'ouvrir un stage dans votre cabinet. Et puis, il faut avoir la connaissance des impératifs du 3e cycle, avec les objectifs de chacune des phases. Parce qu'on vient de passer la réforme du 3e cycle. On vient de finaliser cette réforme. Le DES d'ophtalmologie est passé de 5 à 6 ans. Et on a 3 phases. La première phase de 1 an, c'est une phase socle, où vraiment là, ils sont basiques, ce sont des bébés, on leur apprend à utiliser une lampe à fente, etc. C'est vraiment les bases. On a après une phase d'approfondissement de 4 ans qui débute par un contrat de formation, c'est-à-dire que chaque chef de service et chaque praticien qui décide fait un espèce de contrat de formation en disant qu'est-ce qui va permettre comme apprentissage à l'interne. Et au bout de ces 4 ans, l'étudiant passe sa thèse, l'interne passe sa thèse, il est inscrit au Conseil de l'Ordre, et à ce moment-là, il a 2 années de docteur junior. Docteur junior, où on lui donne des responsabilités beaucoup plus importantes que ce qu'ils avaient jusqu'alors en fin d'internat. Et une des années du docteur junior peut valider un secteur 2 si, après leur DES, ils font une seule année d'assistant spécialiste. Et c'est ce que beaucoup d'internes vont faire, parce qu'ils ne vont pas refaire 2 ans après, sachant que, donc, je redis bien, la formation, elle dure 6 ans, donc elle est augmentée d'1 an. Ce qui est beaucoup quand même. Donc, on apprend les connaissances et après on a les compétences. Et à la fin du DES, on a l'examen de DES et tous les internes passent par cet examen, qui est un petit examen oral, en général avec une publication qui a été validée, qui nous présente. Et voilà.
Après, ils ont le droit de faire assistant spécialiste, d'avoir des postes de CCA. Pour l'instant, ce vivier de postes de chef de clinique n'a pas été diminué, mais on craint quand même que cette augmentation du cursus des internes aboutisse quand même à une suppression de quelques postes de chef de clinique dans nos hôpitaux. On est bien embêtés. Alors, qu'est-ce que souhaite le doyen dans cette formation d'MSU? C'est qu'on aimerait bien, nous, que les futurs MSU participent aux instances universitaires, connaissent l'université. Les commissions pédagogiques, par exemple, c'est intéressant d'aller dans les commissions pédagogiques pour apprendre, voir comment évoluent les études de médecine. Les commissions des stages aussi. C'est là où on décide aussi d'ouvrir d'autres stages. Ces MSU pourraient avoir, s'ils sont vraiment un mail universitaire et avoir accès à toutes les ressources bibliographiques de l'université. Ils nous donnent le retour des difficultés avec les étudiants et ils participent à l'évaluation et aux questions d'examen, des cas cliniques qu'on pose à ces étudiants. Et actuellement, le MSU ne peut recevoir que des phases d'approfondissement. C'est sûr que la première phase socle, ça vaut pas le coup spécialement d'aller dans un stage en libéral, parce qu'on découvre, donc c'est pas forcément passionnant. Et pour l'instant, le docteur junior n'est pas encore ouvert dans les stages en libéral. Mais pourquoi pas avoir après, hein. Voilà, donc devenir MSU, ça demande du temps, certainement, mais c'est passionnant, à mon avis, pour vous. Merci de votre attention. Actuellement, je crois qu'on est à 25 terrains de stage en libéral. Hein. En France, on devrait être... En ophtalmo? Oui, en ophtalmo. Pas beaucoup, hein. Et oui, ça a augmenté un petit peu les dernières années, mais l'idéal serait d'arriver à une centaine, probablement. Si on voulait faire passer tous les internes au moins une fois dans les stages. Il faut déjà passer la MSU, donc sur le coup, il faut ouvrir, je crois, 10 postes par an, il me semble, à peu près. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ah, oui, on passe l'examen d'MSU. L'examen, donc on se renseigne, ou bien l'examen du COUF, facile, ou bien... sur le COUF, COUF, tu vas sur un Google et puis tu vas trouver. Sinon, chaque université déjà commence à organiser. Hein. À Strasbourg, il y a une formation d'MSU faite par l'université elle-même. Donc très accessible quand tu habites à côté, quoi. Mais le COUF, c'est bien, parce que c'est reconnu. Et puis, une fois que tu as cette formation, tu vas sur le site de l'ARS, et sur le site de l'ARS, tu as un dossier à remplir si tu veux que l'ARS puisse reconnaître ton terrain de stage. Et ce dossier, il est assez lourd à remplir. Il faut que tu dises ce que tu vas faire toute la semaine avec ton interne. Hein, le lundi, le mardi, tous les jours. Comment tu l'évalues? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui proposes comme activité à côté? Est-ce que tu lui fais un peu de compta pour lui montrer aussi de la comptabilité? Autre chose, quoi. Voilà. C'est toi qui fais ton programme avec ton interne. Tu le fais opérer aussi. Enfin, tu vas l'emmener au bloc. À un moment ou à un autre, il faudra bien lui lâcher un petit peu pour faire des petits gestes. Mais à toi de le décrire aussi dans ce que tu peux, parce que certains sont assez réticents à laisser l'interne opérer, ce qui est normal. Et donc, on va peut-être mettre des phases d'approfondissement de début chez ces praticiens-là. Et par contre, d'autres praticiens qui ont une grosse activité sont prêts à libérer, enfin à laisser l'interne opérer un peu plus. Et à ce moment-là, on va leur proposer des stages d'approfondissement plus loin. Alors, il y a une commission du SNOF sur les stages en libéral à laquelle vous pouvez écrire. On a tous les documents qu'il faut. Parce voilà, que le dossier est assez lourd. Ouais. Et puis, il faut savoir que le dossier est 10 fois différent d'une ARS à l'autre. Ouais. Et les ARS sont plus ou moins ouvertes à ça. C'est très variable, en fait. Ah non, c'est la région. C'est l'ARS Rhône-Alpes-Auvergne pour nous, par exemple, l'ARS du PACA, etc. C'est les commissions de subdivision qui ouvrent des postes. Et après, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a envoyé le dossier à l'ARS, mettons que l'ARS ait dit oui, pas de problème, on ouvre le dossier, on est d'accord, on agrémente ce stage. Après, il y a une commission locale où là, il y a le rôle de l'université, les doyens, les coordinateurs du 3e cycle, les coordinateurs du DES d'ophtalmologie, qui décident ensemble si oui ou non on a besoin d'ouvrir ce stage en libéral. Et puis surtout, en général, on les connaît. Les confrères qui ouvrent les stages, et selon qui, selon comment, etc., selon les relations avec l'université qu'il peut avoir, on n'ouvre pas. Oui, le mieux, c'est de contacter le coordinateur de la spécialité au niveau. Si vous voulez d'emblée avoir des facilités, parce qu'il faut d'abord que le stage soit validant, et après, il faut qu'il soit ouvert au moment du choix des postes. C'est pas tout à fait la même chose. Et après, c'est dans le choix des internes. Et oui, alors les internes ont également un poids important pour ouvrir les stages. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, oui, normalement, il y a une petite rémunération. 300 € par mois, je crois. C'est pas énorme, mais oui.
Mais en pratique, bon, souvent, après, ça dépend du niveau de l'interne pour participer ou pas à l'activité du cabinet. Moi, dans l'Est, on a 15 terrains de stage, ce qui est beaucoup sur les 25. Certains préfèrent, il y a même des phases socles qui sont en libéral. On a un ou deux collègues qui préfèrent avoir des phases socles pour pouvoir leur dire ce qu'ils ont à faire et pas être contredits. Et d'autres, bien sûr, préfèrent avoir des internes à un niveau assez élevé dans le cursus parce qu'ils sont plus ou moins autonomes déjà. Ils peuvent avoir leur propre consultation et puis c'est plus facile de leur apprendre à opérer. Parce qu'il faut aussi offrir en général une offre chirurgicale, quoi. Bien sûr. Et c'est plus facile, je veux dire, en dehors des grandes villes que dans les grandes villes.